Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez actuellement, vous êtes certainement connecté sur HTV ou alors vous êtes connecté sur notre streaming YouTube ou probablement Facebook ou alors dans une chaîne de télévision qui aime bien ce qu'on fait et qui a décidé de relayer ce programme qui, il faut le rappeler, est la toute première émission en Afrique traitant des questions de management et de business, de sport business, d'économie de sport. Et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui encore pour s'amuser. Vous le savez, moi ma profession n'est pas celle de présentateur, j'ai encore décidé de piquer un peu le rôle de Raksha aujourd'hui parce que vous savez, elle est revenue de son voyage. Mais aujourd'hui, c'est son jour de congé. Alors, j'ai décidé voilà, de lui piquer un peu son rôle. Et en plus, vous avez été nombreux à nous écrire et à dire que l'émission de la semaine dernière était pas mal. Et donc, on s'est pris un peu du zèle. Alors, aujourd'hui, ils seront avec moi. On parlera de l'actualité sur le continent africain, l'actualité autour de tout ce qui concerne l'économie, mais surtout le management du sport. Et donc, on a trois gros sujets aujourd'hui à l'ordre du jour, notamment la CAN 2019 qui sera donc désormais dévolue au pays des pharaons. On parlera également de ce nouveau ministre que le Cameroun aura. On parlera de gouvernance, bien évidemment, le nouveau ministre des Sports. Il s'agit de Narcisse Mouel et Kombi. On terminera, enfin, du moins tout au long de l'émission. On évoquera également le cas des CAF Awards. C'est vrai qu'on avait déjà évoqué ça. On reviendra encore pour spécifier justement sur la polémique qui tourne autour du budget. Eh bien, voilà un peu les sujets aujourd'hui qui vont constituer justement notre cocktail. Il faut rappeler qu'on terminera par un quiz que Raksha aime bien. Il s'agit du quiz sur les lauréats du Ballon d'Or. Bah, voilà le menu qui est déroulé. Retrouvons-nous juste après pour recevoir les invités. Il s'appelle Pierre Toukoulou. Moi, je l'appelle affectueusement Tatou. On peut également l'appeler Tattoo Vibes. Tattoo Vibes, pourquoi? Parce que il est le promoteur de l'agence Tattoo Vibes Sport Entertainment. Il faut dire que c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le domaine du management et de l'économie du sport. Il a fait ses études du côté des États-Unis. Il a fait pas mal d'événements de ce côté-là. Il a décidé de revenir au Cameroun justement pour faire profiter à son pays de son art. Il est donc avec nous aujourd'hui. Salut Tattoo Vibes, comment tu vas? Bonsoir Gislain. Est-ce que tu penses que j'étais bien lancé? Est-ce que tu penses que j'ai bien présenté? Je pense que tu as fait ton job. Tu sais que j'aime pas trop, mais bon, ça fait ton job. Bonsoir Gislain, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir aux panélistes. Comment a été la semaine? Trop de boulot et puis après... nous sommes là, c'est ce que nous savons faire, travailler. Tout à fait. En face de toi, lui également, c'est quelqu'un qui a roulé sa bosse dans le domaine du sport. Il a travaillé avec pas mal d'organisations, notamment la FECAFoot, l'ANAFoot. J'espère qu'ils vont le payer de ce côté-là. Il a également travaillé avec la Ligue professionnelle de football du Cameroun. C'est quelqu'un qui a également roulé sa bosse dans le domaine du management du sport. Il est dans l'économie et le management du sport depuis pratiquement 2012. Par là, lui, il s'appelle Yannick Francis Degué. Il est le CEO de l'agence Six Sport Marketing and Advertising. J'espère que je n'ai pas mal prononcé parce que je sais que tu n'aimes pas quand je prononce mal. Salut Yannick. Bonsoir, bonsoir Franck, bonsoir Tatou, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Vous parlez de la présentation, non, ça, comme l'a dit Tatou, tu fais ton job. Ça va, j'étais bien lancé, non, bon Natalakou, ça va, tranquille. Ça marche. D'accord. Quand ça produit l'effet, bon, on prend tout ce qui vient. Bah, ça tombe bien parce que juste à côté de toi, il y a le correspondant de BBC en Afrique. Il faut dire quand même que lui, je le disais en off, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup bluffé parce qu'il officiait du côté de la radio Kalak FM. Et je croyais à l'époque qu'il s'agissait bien évidemment de BBC. Eh bien, comme le destin s'est fait ces choses, aujourd'hui, il est le correspondant permanent de BBC au Cameroun. Il s'appelle Richard Béonanena. Salut Richard, comment tu vas? Bonsoir. Bienvenue dans le club, c'est ta première fois. Oui, ça existe depuis. Ouais, on tourne aujourd'hui la 7e émission. Vous avez attendu longtemps avant de m'inviter. Bonsoir Yannick, ouais, qui est un petit frère, un partenaire de route. Et bonsoir à Tatou, dont j'ai entendu parler, mais que je suis ravi de rencontrer sur le plateau. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir. Tu sais, aujourd'hui, nous, on a décidé de mettre un point en lumière ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'économie et surtout du management du sport. Et c'est pour ça qu'on est là. Et tu l'as dit, on est là depuis pratiquement cette édition. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rapidement prendre l'actualité de la semaine. Tu sais, c'est bien lorsqu'on parle économie, lorsqu'on parle management, de faire un peu montre de l'actualité. Eh bien, dans ce reportage justement que signe pour nous Marina Gogvina, on évoque bien évidemment le compte rendu du COMEX, donc la réunion du comité exécutif de la CAF qui s'est donc remis et qui a décidé d'attribuer, attention, la CAN 2019 à l'Égypte. Mais au-delà de ça, ils ont également décidé de procéder à ce qu'ils ont appelé un glissement de date dans le cas du Cameroun et de la Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute ce reportage et on se prend juste après pour commenter.
dirigeants. Annoncé pour mercredi 9 janvier 2019, la réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football prévue à Dakar au Sénégal s'est tenue ce jour dans le but de dévoiler le pays hôte de la CAN 2019. Plusieurs semaines après le retrait du Cameroun pour l'organisation de la dite compétition, la CAF a enfin révélé le nom de l'heureuse nation. Des 2 États en lice, ce sont les pharaons d'Égypte, septuple champions de la CAN, qui accueilleront la toute première épreuve continentale à 24 équipes. Quant au 2019, que j'ai dit tout à l'heure, en qui j'ai un respect total vis-à-vis de l'Afrique du Sud et de l'Égypte, après avoir écouté Roland Berger, après analyser la situation, après avoir écouté les 2 candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. En effet, élu par 10 contre 1 voix pour l'Afrique du Sud, l'Égypte aura 158 jours pour se préparer. La compétition qui se jouera du 15 juin au 13 juillet 2019 donne la possibilité aux finalistes malheureux de la dernière CAN de régler le problème de violence sporadique observé dans les stades égyptiens. En ce qui concerne le cas du Cameroun, ce dernier devra organiser la CAN 2021, jusqu'alors attribuée à la Côte d'Ivoire. La décision que nous avons prise à Accra, c'est que comme le Cameroun n'était pas prêt, ils ont déjà investi, et énormément qu'ils ont investi. Nous ne pouvons pas laisser nos pays, nos dirigeants dilapider de l'argent comme ça, sans utilité. Il faut les accompagner, il faut prendre en compte. Les règlements, c'est nous qui l'avons établi. C'est nous qui devons voir, dans les contextes où nous sommes, en quoi peut être positif ce règlement. Et les autres glisseront automatiquement. Alors, on a donc suivi dans le cadre de ce reportage de Marina Ngogvina la décision du COMEX, du comité exécutif de la CAF. Et moi, d'emblée, les gars, la question que je veux me poser, c'est est-ce que l'Égypte est une destination idéale du point de vue économique et même du point de vue touristique? Est-ce que l'Égypte est vraiment la destination idéale pour la CAN 2019? Je commence par toi, Tatou. Merci Ghislain. L'Égypte, bon, il faut peut-être découper un peu, hein, avec le point de vue touristique. C'est une très bonne destination. On sait que sans ou avec la CAN, l'Égypte est une destination touristique privilégiée. Bon, maintenant, au niveau de l'organisation de la CAN en Égypte en juin-juillet 2019, il faut dire qu'en juin-juillet 2019, il fait très très chaud en Égypte. Hein, ouais. Justement, il y a cette petite statistique que révèle la météorologie. Le 15 juin 2018, il faisait 29 degrés à Alexandrie, 35 degrés au Caire. Oui, il faut dire que les températures vont parfois être à 37 degrés au Caire en juin. Hein, donc, je ne sais pas si ça sera un impact négatif par rapport à la CAN en Égypte. Mais il faut dire que le soleil, c'est assez compliqué. Bon, maintenant, pour tout ce qui est décor touristique, c'est une très belle destination. Après, bon, maintenant, ils ont les stades, ils ont les routes, ils ont les infrastructures. Ça fait quand même 13 ans qu'ils ont organisé leur dernière compétition. Je pense aussi que tout le malgré battant ça, même si on a encore un goût amer avec les attentats de 2012, je pense, où il y a eu 72 personnes qui sont mortes. Et après ça, on a connu des périodes où on jouait à guichet fermé en Égypte. Donc, jusqu'en 2018. Voilà, donc je ne sais pas si ces problèmes-là, le gouvernement est en train de trouver des solutions pour résoudre ces différents impacts, enfin, ces différents problèmes-là. On reviendra justement sur la question sécuritaire tout à l'heure. Mais moi, je veux savoir, Francis, dis-moi, du point de vue touristique, quand même, l'Égypte, ça va, c'est le berceau de l'humanité. C'est un pays, quand même, il y a pas mal de passionnés de foot, ça peut le faire.
Oui, déjà, ce qu'il faut comprendre avec la CAN de 2019, c'est qu'il fallait d'abord trouver un pays qui peut l'accueillir dans les délais et dans le temps. Donc, du coup, à défaut de l'Afrique du Sud, l'Égypte a une logistique, des infrastructures pour. Maintenant, les questions autour qui peuvent être soit économiques. Bon, quand on dit économique, il faut voir pour qui, pour la CAF, pour l'Égypte. Pour la CAF, oui, parce que ça pèse. Ça peut assurer un retour. C'est-à-dire que l'Égypte a une économie structurée au-delà des sponsors traditionnels de la CAF. Il n'y a que la publicité, il y a des marques en Égypte, il y a des entreprises qui peuvent assurer un retour, soit pour la CAF, soit pour le gestionnaire des droits qui est Lagardère et consort. De ce point de vue-là, ça marche. Ça peut aussi marcher pour l'Égypte. Si on omet les questions sécuritaires, il faut comprendre que l'Égypte a une histoire à raconter. Il y a un storytelling qui peut permettre à ce que les gens aient envie d'aller au-delà du spectacle sportif, visiter l'Égypte, les pyramides, la grande histoire d'Égypte. Il n'y a que l'Égypte a des meilleurs hôtels, des meilleures infrastructures qui sont aux standards internationaux. Donc du coup, l'Européen, l'Africain ou l'Arabe qui va aller en Égypte ne se pose pas de questions. L'autre aspect est que son positionnement géographique permet justement aux gens d'y aller, c'est-à-dire que vous êtes à pratiquement 45 heures de vol que ce soit de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne. De l'Afrique subsaharienne, peut-être moins, mais au moins de l'Afrique maghrébine, oui, ça marche. Maintenant, l'autre côté du monde, le Proche ou le Moyen-Orient, le monde arabe, les pays du Golfe, on est autour de la Méditerranée, on est autour de la mer Rouge, c'est un peu le centre du monde. Donc, du coup, de ce point de vue-là, il y a des arguments pour l'Égypte. Il y a la possibilité d'un retour sur investissement, comme je l'ai expliqué, soit du point de vue de la CAF, soit du point de vue de l'Égypte en elle-même. Maintenant, il faut transcender des questions touristiques, maintenant venir sur des questions, soit de politique intérieure, soit géopolitique. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Justement, il faut dire quand même, Richard, que la CAN va se jouer au même moment que la Copa América, qui pratiquement va s'étendre sur la même période. Et donc, le choix pour les touristes serait de se demander, est-ce que je vais au Brésil, regarder Neymar, regarder Suarez, ou alors est-ce que je viens en Afrique, par exemple, pour regarder Sadio Mané et consorts. Toi, touriste, quel serait, par exemple, ton choix? Bon, je crois que la CAN a ses clients. La CAN a traditionnellement ses clients. Ceux qui aiment le foot africain viendront forcément en Afrique ou en Égypte. Pour poursuivre cette compétition. Maintenant, aller au Brésil, il n'y a aucun risque que les Africains délaissent leur Coupe d'Afrique des Nations pour aller au Brésil. Maintenant, c'est peut-être les Européens qui ont ce choix-là. Tout à fait. Il faut dire que la CAN va se jouer pendant l'été. Voilà. En ce qui nous concerne, on ira en Égypte pour ceux qui voudraient voir la CAN. J'aimerais juste rappeler que avec le nouveau cahier des charges de la Confédération africaine de football, l'Égypte fait partie des quelques nations, je crois qu'elle devrait se compter sur les doigts d'une seule main, qui sont à mesure de tenir. La preuve, c'est qu'elles étaient elle était au rebond, comme l'Afrique du Sud, ou encore le Maroc, que tout le monde a vu venir et qui finalement, on ne sait pour quelle raison, n'a plus... On évoquera également ça n'a plus candidaté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du simple fait que ce soit une récupération, en ce qui me concerne, je préfère largement que la CAN soit en Égypte. Économiquement, c'est une forte plateforme africaine, on ne va pas le mentir. Même du point de vue sécuritaire, l'Égypte fait partie des meilleurs en Afrique, avec une très bonne armée, une très bonne police, même s'il y a toujours des incidents. Mais à côté de cela, historiquement, vous savez, il y a l'Égypte et il y a le Cameroun. Il y a le Cameroun, tout à fait. Et justement, Yannick l'évoquait tout à l'heure, il y a beaucoup d'enjeux, justement, que ce soit sécuritaire, que ce soit organisationnel. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller du côté de France 24, de confrères, qui justement ont envoyé lors de la désignation de ce pays, donc de l'Égypte comme pays organisateur. Il y a donc Benoît Perrochet qui est donc le correspondant de France 24, qui était donc l'envoyé spécial de France 24 du côté de Dakar et qui revenait déjà justement sur les différentes difficultés ou du moins les différents défis, challenges auxquels l'Égypte devrait faire face. On prend donc cette intervention et puis on revient justement pour évoquer cette question-là, cet aspect sécuritaire également, les difficultés auxquelles le pays des pharaons fera face dans le cadre de l'organisation de cette compétition. On l'a appris il y a quelques minutes, la CAF
a donc choisi l'Égypte pour accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Caire qui a été préféré à l'Afrique du Sud. Benoît Perrochet, bonjour. Vous vous trouvez à Dakar. Vous êtes notre envoyé spécial. Benoît, l'Égypte et l'Afrique du Sud étaient les deux seuls pays à s'être portés candidats mi-décembre pour relever le défi après le retrait du Cameroun. Et ce sont donc les Égyptiens qui aujourd'hui l'emportent. Absolument, et il y a encore eu beaucoup d'atermoiements tout au long de la matinée. On a bien cru qu'on n'aurait pas l'annonce de ce pays hôte ce midi, qu'il serait reporté de 24 heures. Mais finalement, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad, a pris la parole ici à la mi-journée à Dakar à l'issue de ce comité exécutif qui a duré plus de 2 heures dans ce grand hôtel de Dakar. Et c'est donc l'Égypte qui est sortie du chapeau, qui a été préférée donc à l'Afrique du Sud. Les Égyptiens qui organiseront leur 5e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. La dernière, c'était en 2006. Un pays, évidemment, vous le savez, féru de football. Il y a beaucoup de passionnés, prêts également, qui a les infrastructures, les stades, les hôtels, le réseau autoroutier pour accueillir cette Coupe d'Afrique des Nations. Même si c'est vrai qu'en 2006, il n'y avait pas eu une immense ferveur impopulaire autour de la dernière Coupe d'Afrique des Nations organisée sur le territoire égyptien. Il ne faut pas oublier que les Pharaons sont 7 fois vainqueurs de la CAN. C'est un record sur le continent africain. Un pays donc féru de football. Mais vous le savez, eh bien, cette passion, cette ferveur, elle peut parfois verser dans des émeutes. On se souvient des émeutes de Port Saïd en 2012 où 72 supporters avaient trouvé la mort. Le championnat égyptien qui avait été entre 2012 et 2018, beaucoup de matchs dans le championnat égyptien se déroulait à huis clos en raison de ces émeutes de Port Saïd. Cette Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se disputera au mois de juin pour la première fois et pour la première fois également dans une nouvelle formule élargie à 24 équipes. Attention tout de même à la chaleur du côté de l'Égypte avec des températures moyennes à cette saison-là de l'année qui oscillent entre 27 et 34 degrés. Donc voilà, c'est bien l'Égypte qui organisera cette CAN 2019. Il y a eu beaucoup d'hésitation ces dernières semaines. L'organisation qui a été retirée au Cameroun fin novembre. Ensuite, on avait tous pensé que le Maroc se porterait candidat avant que la fédération marocaine et le ministre des Sports marocain confirment que finalement, eh bien, le Maroc n'était pas candidat à l'organisation de cette CAN 2019. La CAN 2019 qui va donc être abritée par l'Égypte en juin prochain. Et ce sera peut-être la journée de l'Égypte ici à Dakar aujourd'hui, Elisabeth, puisqu'il y aura ce soir le Ballon d'Or africain, les récompenses de la Confédération africaine de football. Et c'est bien Mohamed Salah, le joueur de Liverpool, qui est grand favori pour se succéder à lui-même et remporter donc son 2e Ballon d'Or d'affilée, ce que seulement 3 joueurs dans l'histoire ont réussi à faire. Eladji Diouf, Samuel Eto'o et Yaya Touré. Mohamed Salah bien parti pour intégrer ce cercle prestigieux. Voilà. On l'a donc compris, beaucoup de défis, beaucoup d'enjeux, même si, comme vient de l'évoquer Yannick tout à l'heure, il y a quand même, il y a du grain à moudre, mais quand même, on se pose les questions. Il faut dire qu'au niveau de la sécurité, le pays annonce un dispositif sécurité inédit. Il faut déjà rappeler que ce dispositif a été testé pendant les fêtes de fin d'année. On parlait d'un appareillage de 250 000 forces qui seront forces de défense et d'armée, et surtout de la police, de la gendarmerie, qui seront donc mobilisés. Mais pour la CAN, on parle d'un appareillage qui pourrait atteindre les 350 000 hommes déployés à travers le pays. Est-ce que ce sera suffisant? D'autant plus que malgré ce dispositif-là, on a eu quand même un attentat le 28 décembre dernier qui a coûté la vie à 4 Vietnamiens. Est-ce qu'on pense que vraiment, du point de vue sécuritaire, l'Égypte pourra relever le challenge? Oui, je le pense au regard de l'armée, des chiffres qui sont évoqués. Il faut dire qu'en termes de défense aussi, l'Égypte n'est pas le dernier des élèves. Je pense qu'il est dans une des sous-régions dans le monde qui connaît plus de conflits, donc habitué à gérer des crises. De ce point de vue-là, je pense qu'accueillir un grand événement comme la CAN, les autorités savent exactement quel genre de dispositif, quel homme il faut. Maintenant,
il faut aussi dissocier, comme je l'ai dit, le concept d'attentat et de sécurité à quelque chose qui n'a réellement rien à voir avec soit l'incapacité ou la capacité de maîtriser. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir parfois, qui peuvent avoir des ramifications soit endogènes, soit exogènes. Donc de ce point de vue là, on ne peut pas juger le niveau de sécurité d'un pays ou bien encore juger la capacité d'un pays à gérer son dispositif sécuritaire à quelques attentats. Il n'y a pas de sécurité parfaite. Il n'y a pas un système sécuritaire vulnérable, mais au moins on peut aller vers le risque zéro. Et le risque zéro, je pense que l'Égypte, s'ils ont accueilli la CAN, s'ils ont candidaté pour la CAN, ils ont des hommes, ils ont une ressource humaine, ils ont une ressource intellectuelle ou encore logistique ou informatique pour pouvoir gérer un ensemble de choses. Il y a ça maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rapport que le pays peut avoir avec des partenaires dans la sous-région et en inter. Ça, à ce niveau-là, peut-être. C'est vrai que la CAF, justement, tu le dis en termes de coopération, la FIFA annonce la mise à la disposition de la CAF et même de l'Égypte d'un certain nombre d'experts, justement, en question de sécurité pour pouvoir juguler un certain nombre de difficultés dans le cadre de l'organisation de cette CAN Tatou. Quelle serait la bonne formule, en fait, pour vraiment passer à côté, justement, aborder l'approche du risque zéro, comme l'évoquait tout à l'heure Yannick? Je pense que Yannick l'a dit tout à l'heure que il n'y a pas de je veux dire quoi, de meilleure stratégie. Et on peut utiliser tout ce qu'on peut imaginer. On a vu le pays qui est supposé être le plus sécurisé au monde. Je crois que c'était en 1994, on a eu les attentats à Atlanta. Ouais. Donc, aussi aux États-Unis, ça s'est passé. Même en plein marathon de Boston, on a eu ça aussi. On a eu des attentats en France pendant que le président était au stade. Ouais. Donc, vous voyez que nous sommes des hommes et on n'a pas la science infuse. On peut faire des choses. Et je pense que la FIFA, la CAF et l'Égypte sont en train de mettre sur pied un système de sécurité qui va permettre de protéger au meilleur des cas tous les participants, les touristes, les fans. Ouais. Donc, et je pense aussi, comme Yannick voulait, je pense que c'est à ce niveau qu'il voulait chuter, que l'Égypte, de par ses frontières, pourrait avec ses voisins avoir je pense aussi qu'ils ont des très bons accords de défense. Donc je pense aussi qu'ils pourraient aider aussi au niveau de la sécurisation des frontières. Et on sait aussi, Yannick a parlé d'une technologie, on sait aussi que dans ces pays-là, on a déjà des groupes qui sont ciblés, qui sont identifiés. Donc, il est facile de les contrôler. Les frères musulmans, notamment. Voilà, donc il sera facile de les contrôler à mon point de vue. Hein. Tout à fait. Oui, Richard, parlons un peu des supporters. On sait que l'Égypte, c'est un pays passionné de football, avec vraiment des supporters euphoriques, mais on se pose quand même encore la question au niveau de la mobilisation, parce qu'on sait quand même que c'est un pays assez nationaliste. Ce sera difficile, par exemple, d'aller voir des matchs. On sait qu'on aura 24 équipes, donc des équipes qui n'ont pas peut-être le même poids médiatique et qui pourraient peut-être faire en sorte que les stades soient vides, d'autant plus qu'on parlait tout à l'heure de la température. Est-ce que tu penses qu'au niveau de la mobilisation, quand même, l'Égypte peut relever le challenge en si peu de temps? Oui et non. Oui, déjà parce que c'est mieux que l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'en Afrique du Sud, même quand les Bafana jouent, il y a plus grand monde. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique du Sud, le premier sport, c'est le rugby. Voilà. Et puis aussi, la capacité des stades en Égypte, quand vous avez le stade Al-Ali, le stade du Zamalek, qui sont très vastes. Après, c'est des stades, on va dire, à 40 000 places. 20 000 places. En précisant que l'Égypte, je crois que c'est... Comme on le voit tout à l'heure à l'image. Voilà. Donc, l'Égypte, on est sûr que quand les pharaons seront sur l'aire de jeu, les stades seront pleins. Tout à fait. Ça, c'est une garantie. On est aussi sûr que les pays d'à-coups voisins vont drainer des foules. La Tunisie, le Maroc. On est certain que le Cameroun, le Nigeria, c'est des pays qui ramènent toujours les foules dans les stades. Et ces équipes africaines à forte tête ne seront pas dans le même groupe. Elles seront dispatchées. Tout à fait. Ça fera profiter à des petits pays comme Madagascar qui se qualifient pour la première fois, au cas où il y a, par exemple,
Madagascar-Égypte, eh bien les joueurs de Madagascar pourront bénéficier de l'aura de l'équipe des Pharaons et d'être effectivement dans un stade plein. Mais je précise encore que l'Égypte, c'est une vraie nation de foot, une nation de foot passionnée. Moi, mon réel souci, c'est peut-être au niveau de l'excès des ailes de certains supporters. Et ça, justement, voilà, les Ivoiriens qui ont joué la finale en Égypte en 2006, ou les Camerounais qui l'avaient fait 20 ans plus tôt, en 86, vous diront que entre votre hôtel et le stade, alors si vous n'êtes pas mentalement solide, vous pouvez abandonner la finale. Tout à fait. C'est vrai que il faudra discipliner les supporters à ce niveau-là. Voilà, effectivement, il faudra faire un vrai travail pour permettre aux équipes d'être un peu plus sereines. Ces histoires où à la veille d'un match, on organise une grosse fête dans l'hôtel où dorment les joueurs et tout ça. Voilà, il faudra travailler un peu dans ce... C'est vrai que moi j'ai vécu par exemple la finale de la CAN 2017, Cameroun-Égypte. J'étais justement au Caire et les conditions là-bas, quand même, ce n'est pas évident, d'autant plus que lorsque vous n'êtes pas égyptien, c'est un peu compliqué parce qu'il faut dire les supporters sont vraiment euphoriques. Et Yannick, est-ce que cela ne va pas peut-être être le véritable problème au niveau organisationnel de l'événement? Oui, en fait, c'est un peu c'est la grosse plaie que traîne l'Égypte depuis, ce chauvinisme un peu exagéré autour des pharaons, autour de ce qui est égyptien, c'est-à-dire le sport et les athlètes et tout le reste. Tout à fait. Je pense que le travail de la CAF aujourd'hui est d'arriver à un consensus entre les autorités égyptiennes. On sait que ce n'est pas facile parce que Tatou le disait encore tout à l'heure, depuis 2014, les stades de 2014 en 2018, les matchs se jouaient pratiquement à huis clos, parce justement du fait des bousculades de Port Saïd. Oui, justement, il y a parmi les plaies, j'ai fait naturellement allusion à cela. Maintenant, je pense que si la CAF a choisi d'aller en Égypte, c'est que par exemple, peut-être, je suppose que la fédération égyptienne, l'État égyptien ont fait montre d'une réelle volonté dans ce sens. D'abord, discipliner les fans, ça c'est un travail pédagogique qu'il va falloir faire engager par les autorités publiques et la fédération. Garantir un certain nombre de sécurité dans les hôtels. Je pense qu'à ce niveau-là aussi, les lois de la FIFA, je veux dire les lois de la CAF, en termes d'hébergement sont assez strictes. Il n'y a pas pendant l'événement, quand il n'y a pas d'événement de caractère festif, de caractère promotionnel, de caractère publicitaire dans les hôtels. Dans les lieux où loge dans les hôtels, les lieux où loge des délégations. Donc je pense que tout ce qu'on a à faire, c'est d'être intransigeant là-dessus, d'y aller beaucoup plus tôt par une approche pédagogique, comme je l'ai dit, mais maintenant tout le reste, c'est des choses qu'il va falloir voir entre l'Égypte, et je pense qu'ils ont largement le temps pour travailler ces aspects-là, c'est-à-dire communiquer localement à l'endroit du public. Et l'autre volonté aussi que je finis par là, ça peut être office d'un vœu, d'un souhait, c'est qu'il y ait une réelle coopération entre les autorités égyptiennes et les 24 nations, 24 États qui devront prendre part, 23 États plus l'Égypte qui devront prendre part à la confédération, c'est-à-dire faciliter l'accès au pays, l'accès au logement, les visas et tout le reste, l'hébergement et tout le reste, pour permettre justement de proposer une meilleure compétition, de proposer une autre version de l'Afrique, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus coopérative entre les États. Et puis je pense que si on peut permettre au Cameroun par n'importe quelle facilitation, je ne sais pas, d'autant plus que c'est tout au bénéfice de l'État. C'est-à-dire que si on enlève les barrières sur le plan des visas, on peut gagner avec les dépenses des touristes. Je pense que les gouvernants égyptiens vont faire montre de ces business minds qui veulent permettre de faire des arbitrages entre ce qu'ils peuvent gagner en termes de frais de visa et le bénéfice qu'ils peuvent escompter par touristes. Je pense que ce sera une très belle affaire et pour la CAF et pour l'Égypte et de façon globale pour l'Afrique. Parlons un peu ressortons même d'ailleurs par le volet économique. Yannick qui vient de présenter les avantages par exemple de l'Égypte, mais il faut dire que la CAF également devrait quand même pouvoir tirer son épingle du jeu. On sait quand même que l'Égypte, c'est un pays touristique. Par contre,
il risque de se poser un problème au niveau des droits télé. J'évoquais tout à l'heure la Copa América qui va se jouer au même moment. Et donc, il faut rappeler que lors de cette Copa América, vous avez le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Chine, la Russie, qui sont donc les meilleurs pourvoyeurs actuellement en termes de droits télé. Forcément, ils vont choisir la Copa América et peut-être pas la CAN. Comment est-ce que la CAF ferait, par exemple, pour pouvoir rentrer dans ses frais dans ce cas-là? Parce qu'on sait quand même que les droits télé, c'est 75% quand même des recettes d'une compétition comme la CAN. Ben déjà, Franck, il faut préciser que même si c'était pas en Égypte que la CAN se jouait, on aurait eu le même problème, même au Cameroun. Donc, parce que la Copa América je joue à la même période. Bon, maintenant, moi je pense que l'Égypte, je crois que c'est Richard qui disait tout à l'heure, l'Égypte est vendeur. Ouais. L'Égypte, c'est un brand. C'est une marque, en fait. Ouais. Et comme je dis tout à l'heure, au départ, c'était avec ou sans CAN, l'Égypte fait rêver. Ouais. Vous voyez un peu. Donc je pense aussi que la CAF a bien pesé sa décision avant de la rendre. Ouais. Ça veut dire qu'ici, ils ont choisi l'Égypte, c'est parce qu'ils savent qu'avec l'Égypte, on peut capitaliser. Même au niveau des droits télé, vous serez surpris que vous allez arriver dans certains pays, dans le Proche et le Moyen-Orient. Tout à fait. Et les gens seront en train de regarder la CAN. Tout à fait. Parce qu'il faut dire aussi que au-delà des horaires, au-delà des horaires, l'Afrique aujourd'hui a des véritables stars. Ouais. Vous voyez un peu. Mohamed Salah, voilà. Donc, et je pense que Mohamed Salah aujourd'hui fait arriver tout ce qui est arabe. Non, tout ce qui est arabe. Mohamed Salah fait rêver. Aujourd'hui, au Ballon d'Or quand même, c'est pas mal. Aujourd'hui, vous trouverez des jeunes arabes rêver être des futurs Mohamed Salah au lieu d'être des futurs Messi ou Ronaldo. Donc vous comprenez aujourd'hui que même au niveau des droits télé, l'Égypte est vendable. Donc ça dit que du point de vue brand marketing, non, du point de vue branding, Mohamed Salah serait peut-être le point focal en termes de branding lors de cette compétition, peut-être la mascotte principale pour vendre des droits télé. En fait, la magie des droits télé, c'est que je pense pas qu'au jour d'aujourd'hui qu'il y aura véritablement une concurrence, peut-être au niveau du choix des auditeurs, mais pas naturellement au niveau des choix. Je pense que choix des téléspectateurs. Au niveau des téléspectateurs aura le choix, mais la période ne sera pas longue. C'est-à-dire la période de chevauchement entre la CAN et la Copa, ça peut-être sur une semaine ou 3 ou 4 jours. Il faut rappeler quand même que la CAN, c'est 5 milliards de spectateurs, de téléspectateurs cumulés lors des 5 dernières éditions, ce qui n'est déjà pas mal quand même. Oui, ce que je suis en train de démontrer, c'est qu'il y aura peut-être un chevauchement, mais le temps ne sera pas long. Tout à fait. Après, comme Richard l'a dit au début, la CAN a ses clients et il y a ça. Et il y a l'autre aspect que les choses comme les droits TV, c'est des choses qui se négocient des années en avance. Hormis peut-être des incidents, comme je voulais l'évoquer sur le plan géopolitique, qui peuvent permettre à certains groupes soit arabophiles, soit arabophones, de ne pas peut-être s'engager avec la décision de l'Égypte. D'ailleurs, j'entends des rumeurs sur des prétendues fermetures d'antennes pour le groupe Al Jazeera avec vous savez que Beansport. Tout à fait. Parce qu'il y a des problèmes sur le plan géopolitique, l'Égypte justement, ça ne colle pas trop. Par rapport aux alliances internationales, ça, il faut être capable de pouvoir proposer une alternative. Maintenant, comme je l'ai expliqué, il n'y a que les droits TV, ça peut avoir un impact. Maintenant, il n'y a que l'Afrique aujourd'hui a des drivers. On a parlé de Mohamed Salah aujourd'hui, on parle de Sadio Mané, et il y a bien entendu d'autres noms qui auront le temps de briller d'ici juin. Maintenant, le marché de la CAN d'abord pour l'instant est de sécuriser le marché africain. C'est-à-dire qu'il faut un afrocentrisme d'abord au niveau de la CAN avant d'avoir des prétentions pour aller chercher des concurrents en Asie et en Amérique du Sud. Donc, il y a qu'il y aura, CAN aura son audience. Il va même encore sans cesse se développer. Comme je l'ai dit, il y a la destination premièrement. Il y a que des stars ont évolué. L'Égypte, Mohamed Salah, c'est la méga star aujourd'hui. Le manque à gagner ne sera pas énorme. Je pense que la CAF aura 6 mois et l'Égypte aura 6 mois pour proposer une offre un driver beaucoup plus intéressant, peut-être additionner des Mohamed Salah. Je pense qu'ici, il faut un marketing à l'échelle du monde, c'est-à-dire communiquer sur la CAN, prendre du temps pour cela. Je pense que l'Égypte en a de l'argent. Peut-être on ne va pas s'étendre sur le budget. Je pense qu'actuellement, s'il y a des stars qui sont liquides, l'Égypte est l'un des États en Afrique qui sont plus liquides. Ils ont quand même fait
deals il y a moins des années avec la vente des îles aux Émirats arabes, dans le cadre du projet NEOM. Je pense qu'ils ont assez d'argent pour mettre dans le marketing international autour de la CAN. Et je pense que c'est pour cela qu'ils l'ont accueilli. Ils ont le temps, ils ont l'expertise, ils ont les moyens pour y arriver. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de choses à gagner. Tout à fait. T'as un dernier mot du sujet? Oui, je voulais juste dire qu'on a parlé tout à l'heure des droits télé, mais il faut aussi dire que la CAF, quand la CAF décide d'aller en juin et en juillet en Égypte, c'est parce qu'il faut aussi dire que l'Égypte est une très bonne destination économique. Vous avez en Égypte des industries qui veulent se développer. Donc, trouver des sponsors au niveau local ne sera pas forcément un problème pour la CAF. Alors, forcément, et il faut dire quand même que du point de vue, enfin, on parlait tout à l'heure de budget, peut-être on va rester également dans les budgets, parce qu'il faut dire que la deuxième attraction justement de ce COMEX, là où du moins de ces rencontres de la CAF à Dakar était sans doute les CAF Awards. On va parler de la statistique de la semaine et on se prend juste après. Alors, 1 milliard de francs CFA, c'est le chiffre qui a donc été évoqué, justement par les autorités sénégalaises pendant que Richard Béonanena est en train de passer son coup de fil. On est en direct, ça va, c'est tranquille, c'est aussi ça, c'est ça le Sport Business Squad, on est tranquille. Donc, je le disais tout à l'heure, Richard, si tu veux. C'est le président de la CAF qui appelle Richard. Oui, c'est vrai, probablement. Un peu plus important. Alors, justement, on parle de la statistique de la semaine. Il faut dire que, eh bien, on évoque 1 milliard de francs CFA en termes de chiffres qui aura donc permis l'organisation des CAF Awards 2018. La polémique gonfle actuellement dans le pays de la Teranga. À quoi est-ce que cela peut être dû? On a décidé de passer la parole au ministre des Sports du Sénégal. Il s'agit donc de Matar Ba qui répond au micro de nos confrères de Dakar Actu la raison pour laquelle l'État sénégalais a décidé de mettre 1 milliard dans l'organisation d'une cérémonie comme les CAF Awards. On écoute et on revient juste après. Accueille l'événement, un événement qui, par-delà les distinctions, les récompenses, constitue un puissant facteur d'émulation et un instrument approprié d'élévation et de consolidation des standards de performance. De 1992 à maintenant, donc, 12 pays ont eu l'honneur de monter sur le podium du gala continental. C'est à la demande de la Confédération africaine de football que son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a pris la décision d'accompagner l'organisation de l'édition 2018 à Dakar en acceptant de prendre en charge l'essentiel des frais liés à l'organisation de ces CAF Awards. Un événement pareil peut faire gagner beaucoup de choses à notre football. À notre football parce que c'est déjà une reconnaissance des efforts de l'État et de la Fédération. Et si vous mettez le doigt sur tous les pays qui ont organisé, sauf le Togo, pratiquement tous ces pays ont gagné la Coupe d'Afrique. C'est des pays de football. Donc si le Sénégal aujourd'hui peut organiser cette édition, je pense qu'au-delà de cela, parce que d'ici cette organisation, on ne parle que de football. Et c'est l'État du Sénégal qui nous demande d'organiser. En tant que patriote, en tant que responsable, nous avons l'obligation de travailler intelligemment avec le comité CAF et l'ensemble des personnalités de cette confédération pour que le séjour de ces dirigeants, que cette organisation aussi soit très, très, très bien faite. Ça permettra aussi de faire de la diplomatie sportive, parce qu'attendre plus de 250 ou 300 personnalités du football africain et mondial, au Sénégal, il n'y a pas meilleure manière de vendre la destination sénégalaise.
Merci donc à nos confrères de Dakar Actu qui nous ont permis d'avoir cette réaction du ministre Matar Ba, le ministre des Sports du Sénégal. Les gars, je vais vraiment pas passer par quatre chemins, rapide, direct. Est-ce que les CAF Awards aujourd'hui, non, on va préciser, AITO CAF Awards, on en reviendra dessus. Est-ce que les AITO CAF Awards aujourd'hui sont simplement un moyen sont budgétivores ou alors permettent réellement de vendre l'image du continent africain? Je vais réagir en premier parce que cette question de budgétivore m'énerve. Vous savez, à l'arrivée, tout le monde veut bien aller participer aux CAF Awards et personne ne veut les organiser. Du moins, les citoyens ne sont jamais contents quand l'État décide de les organiser, mais ils sont fiers quand les joueurs remportent le ballon d'or dans le pays voisin. Tout à fait. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit un tout petit peu cohérent. La CAF n'ira pas organiser ces événements à Dubaï, au Qatar et tout ça pour que les Africains soient tranquilles. Moi, je ne vais pas m'attaquer aux Sénégalais, ils ont le droit, ils ont tout à fait le droit de se plaindre, ça dépend de ce qu'ils vivent, de ce par quoi ils passent. Mais pour comprendre un tout petit peu la politique qui est menée par l'équipe dirigeante actuelle de ce pays que j'aime bien, Dakar et le Sénégal sont en train de se positionner sur le plan international comme une véritable destination touristique et sportive. Parce qu'il faut culturelle. Voilà, donc ils sont vraiment dans ce travail-là. Quand on dépense 10 milliards de dollars pour construire un aéroport, ça veut dire qu'il faut accueillir des gens. Tout à fait. Et des cérémonies comme les AITO CAF Awards. Encore le réflexe GLO. Les AITO CAF Awards, ça draine du monde. Ça draine du beau monde. Et pas n'importe qui. On a bien vu qui étaient les invités, quels sont les visages. Le président de la République à l'instar de Georges Weah. Et des joueurs immenses. Des joueurs immenses. Les gens de Samuel Eto'o, Yaya Touré. Et puis quand vous allez sur Twitter et que vous demandez what's trending right now, vous vous rendrez compte que le Sénégal est parmi les favoris des tweets. Tout à fait. Après, il faut comprendre qu'il y a peut-être 1 milliard de dépensés, mais il y a de l'attirance derrière, il y a la publicité du pays, parce que ça se fait aussi. Et voilà, il ne faut pas juste se limiter au fait qu'on a mis 1 milliard pour organiser un événement. En tant qu'Africain, je comprends tout à fait que les autres se plaignent de ce que peut-être ils n'ont pas assez mangé, mais j'aimerais leur dire que dans d'autres pays, ça aurait coûté beaucoup plus cher encore. Mais Tatou, justement, est-ce qu'on n'aurait pas pu, au vu quand même de la cérémonie, on a regardé la cérémonie en direct sur pratiquement toutes les télévisions africaines, mais est-ce qu'avec moins d'1 milliard, on ne pouvait pas atteindre ce niveau de résultat? Toi qui es justement à la tête d'une agence qui fait dans l'événementiel du sport, est-ce qu'avec, on t'aurait donné un budget de moins d'1 milliard, est-ce que tu n'aurais pas atteint le même résultat? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que quand le gouvernement dépense, c'est pas, il ne dépense pas de la même façon qu'une entreprise privée. Tout à fait. Ça, il faut dire ça. Et puis, le gouvernement a des objectifs qui, je crois que Richard l'a dit tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez un événement comme l'AITO CAF Award qui se passe à Dakar, Richard a dit le Sénégal est dans un système de positionnement stratégique. On va voir en 2022, 2024. 2022. Les JOJ. Les Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, c'est maintenant que commence la communication. Donc, et vous avez, je crois avoir appelé Gianni Infantino. Tout à fait. George Weah, le président lui-même. Le président Macky Sall. Donc, vous comprenez que Samuel Eto'o, Didier Drogba. Vous comprenez que pour organiser ce genre d'événement, on va pas faire dans la dentelle. Donc, et je pense que pour revenir à la position stratégique du Sénégal en ce moment, le Sénégal est en train de construire une nouvelle ville. Tout à fait. Diamniadio, au sortir de Dakar. Donc vous comprendrez, il a parlé de la ville de l'aéroport. Il y a le musée des arts nègres. Il y a la ville de Sali qui est également en train d'être modernisée. Donc vous comprenez que le Sénégal, à travers les AITO Awards, CAF Awards, a voulu vendre la destination Sénégal. Ça, il n'y a rien à faire. Et nous sommes tous pour la plupart un peu, on flotte un peu avec la communication et on sait que à ce niveau-là, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc je pense qu'il ne faudrait pas qu'on s'attarde sur les 1 milliard. Je pense que la stratégie, elle est clairement démontrée. Il y a
les JOJ qui arrivent, il y a on va attirer des investisseurs au Sénégal, il y a des nouvelles villes qui sont créées, il y a un très grand aéroport, il y a des différents... Macky Sall fait un travail superbe. Et il est en train de vouloir vendre et vanter son travail. Destination Sénégal, il faut rappeler quand même qu'il y a eu pas mal d'innovations parce que depuis quand même un bon nombre d'années, la compétition, enfin la cérémonie n'était pas organisée par un pays francophone. Donc il y a eu pas mal d'innovations et justement à ce titre-là, on va prendre ce reportage de nos confrères d'Africa 24 qui ont quand même essayé en quelques minutes de regrouper justement les principales innovations des ITO CAF Awards 2018. L'île de Gorée a accueilli ce lundi 7 janvier le monde du football africain en prélude à la cérémonie des CAF Awards. Le Sénégal est d'ailleurs le premier pays à qui l'organisation de cette cérémonie de récompense des meilleurs acteurs du foot africain a été confiée. La Confédération africaine de football veut diversifier et valoriser ses activités avec le changement dans l'organisation des CAF Awards. Quand vous découvrirez, je pense, les images demain à la télé, vous verrez que vraiment la CAF, mais l'État du Sénégal également, ont mis les bouchées doubles pour en faire un événement d'une dimension exceptionnelle. L'équipe des légendes africaines dont Samuel Eto'o ou encore Didier Drogba ont battu les Lions de la génération 2002 sur le score de 3-2 en match de gala organisé en l'honneur de l'ancien attaquant vedette sénégalais Jules Bokandé, décédé en 2012. I think the three nominees, they all deserve to win it. Les trois nominés méritent de gagner. Ils ont été fantastiques et ont beaucoup apporté à leur club et leur équipe nationale. Mais nous devons attendre pour savoir qui remporte le titre de meilleur footballeur de l'année. Mais la compétition est très serrée entre Mané, Salah et Aubameyang. Il faut choisir entre trois excellents joueurs. Le trophée du joueur africain de l'année sera décerné ce mardi à Dakar en présence d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, et de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association. Alors, je veux savoir, Francis, au vu de ce reportage de nos confrères d'Africa 24, quel est le rôle que jouent même d'ailleurs les légendes dans le but de rehausser justement l'image de cette cérémonie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie de la CAF, d'abord, a un double objectif avec les légendes. D'abord, créer le consensus autour de, je vais dire, recréer un consensus autour de la gestion qui était celle des anciennes icônes dans le football. Je vois juste Antoine Bell et tout le reste. Après, il fallait proposer à la nouvelle génération, enfin, je vais dire, créer comme un lien, comme une reconnaissance pour les anciens joueurs, regarder ce qu'ils ont fait et rassurer ceux qui jouent aujourd'hui qu'ils ne seront pas les oubliés de l'histoire, parce que le problème qui s'est posé en Afrique a toujours été la gestion des anciens joueurs. C'est-à-dire quand vous avez fini de jouer, est-ce qu'il y a une possibilité de revendre votre image après votre carrière? Ça, il fallait aller vers ce chantier-là. Maintenant qu'on les repositionne, on ajoute aussi du crédit à ce qu'ils ont fait. En même temps, ça a un impact positif pour le pays qui les accueille, dans le sens où ça crée en même temps du drive pour la nouvelle génération avec le Sadio Mané. Il faut aussi contenter il faut créer une nostalgie avec la vieille génération. Il y a des enfants, il y a des parents qui sont de la jeunesse, qui ont fait leur jeunesse dans les années 94, qui sont un peu décalés de l'actualité sportive. Ils ne savent pas qui est Sadio Mané, qui est Mohamed Salah, mais au moins peuvent se reconnaître en Joseph-Antoine Bell, les anciennes gloires et tout le reste. Donc il y a cette fusion-là qu'il fallait créer, même si je partage avec vous que tout cela a un impact sur le pays d'accueil. Donc il y a ce double objectif-là. Il y a un petit débat justement qui a été suscité par certains experts du marketing du sport, et notamment Yannick, je pense que c'était l'un des premiers lanceurs d'alerte, qui s'insurge du fait que la compétition
la cérémonie s'appelle AETO CAF Awards. Mais les journalistes, généralement, lorsqu'ils font les reportages, les papiers parlent des CAF Awards. Il faut rappeler quand même que, rapidement, je vous passe une anecdote. Le problème s'est posé également du côté de la France avec la Pro A, qui est donc qui jusque-là était le championnat de première division de basketball en France. Et quand Jeep a racheté le naming, Jeep a décidé d'enlever Pro A et de mettre Jeep Elite, pour éviter justement que les journalistes continuent à dire, par exemple, au lieu de Jeep Pro A, disent simplement Pro A. Est-ce que peut-être la méthode de Jeep aujourd'hui ne serait pas la bonne pour éviter que les journalistes continuent à dire CAF Award tout simplement au lieu de AETO CAF Award ou GLO CAF Award comme c'était le cas avant? Je vais pas. Non, en fait, ce qu'il faut. Je vais te passer la parole tout à l'heure. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de branding, il y a plusieurs méthodes. C'est-à-dire qu'on peut décider carrément de changer le naming. Ou alors sur un partenariat en fonction, en fonction des contrats qui sont signés. En fonction des contrats qui sont signés, on peut décider de garder les deux noms. C'est-à-dire que Tattoo Vibes va arriver et on va dire Richard Nanena Tattoo Vibes. Ou alors Tattoo Vibes va arriver et va racheter carrément le projet Richard Nanena et peut-être va le garder comme régisseur du projet. Tout à fait. Tattoo Vibes, donc il y a plusieurs étapes en fonction, je dis bien, en fonction des différents accords. Maintenant, au niveau des journalistes, il faudrait qu'on apprenne. Il faut les éduquer peut-être. Il faudrait qu'on apprenne. Parce que moi j'ai vu, tu as tiré carrément sur un journaliste dans un forum. Non, écoutez. On a un journaliste sur le plateau. Sa défense. Non, pas ma défense. le souci se pose au niveau des habitudes. Tout à fait. Ok. Tout à fait. C'est-à-dire que même s'il faut éduquer les journalistes, c'est d'abord une question d'habitude. Tout à fait. Donc, si moi tous les matins, quand je me lève, je vais à la radio, j'adore la radio, donc je vais à la radio le matin et tous les jours je dis football première division, football première division. Quand ça devient MTN Elite One, je dois me réhabituer. Tout à fait. Okay? Tout à fait. Il faut reprogrammer le disque. Et à un moment donné, on commence à mixer un peu des deux. Voilà, on va dire un coup MTN Elite One, un autre coup Première Division. Pourquoi? Parce que c'est déjà enregistré comme ça. Donc, l'idéal, à mon sens, si vous voulez vraiment que tout de suite on vous suive, vous dites Jeep Elite. Et vous enlevez Pro A. Tout à fait, tout à fait. Là, on se réhabitue à un nouveau nom. Et c'est ce que MTN avait fait en rachetant la première division. Tout à fait, tout à fait. MTN, avant, ça s'appelait la Ligue 1. On a décidé d'appeler ça MTN. C'était la première division. Tout à fait, Première division. D1, D2. D1, D2. Voilà, c'était la D1, la D2, la première division, la deuxième division. Donc, plus tard, on a dit, OK, MTN Elite One. Donc, du coup, le nom est nouveau et on s'applique. Mais Richard, il faut dire que... Je vais passer la parole à Yannick. Parce que Richard m'a arraché la parole. Voilà ce qu'on va faire. On va s'organiser, les gars. On va s'organiser. Et puis, on permet à Yannick. Parce que vous savez, c'est le sujet de Yannick. C'est pour ça, en fait, que j'ai commencé. C'est pour ça, en fait. C'est Yannick qui pose les problèmes. En fait, j'ai pas voulu attaquer le sujet directement comme Richard. C'est pour ça que j'ai d'abord expliqué pourquoi parfois on se retrouve en train de garder les deux noms ou alors balayer un nom et avoir le nouveau nom. Tout à fait. Donc, maintenant, Richard, il a dit ce que moi je voulais dire. C'est-à-dire, il faudrait qu'on nettoie le disque et qu'on reprogramme tout pour que les journalistes prennent à la nouvelle école et commencent à l'appeler comme ça. Alors, Yannick, toi, quelle serait la solution idoine justement pour éviter... Il n'y a pas de solution, mon frère. Des solutions, il y en a. La problématique se pose, elle n'est pas spécifique à l'Afrique. Au niveau de la communication, le problème se pose. Il y a deux problèmes qui animent le journaliste. Parfois, ils se disent à tort que c'est de la publicité gratuite. Elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite pour les organisateurs. Elle n'est pas gratuite pour les organisateurs. Elle est enrichissante aussi pour les auditeurs parce que vous parlez de l'événement. Si tu enlèves l'événement, c'est le discours que je pense qu'il faut positionner dans la tête des journalistes. Si tu enlèves le naming, tu ne parles plus du même sujet. Tu es hors sujet, tu ne parles pas de la même chose. Tu as l'impression que les auditeurs te comprennent, tu ne leur rends pas service, tu ne rends pas service aux gestionnaires des droits. Un exemple simple, on dit d'habitude classement FIFA. En fait, c'est un classement FIFA, oui. Mais quand tu dis classement FIFA, ça ne renvoie à rien. Il faut dire Coca-Cola. Il faut dire Coca-Cola FIFA ranking. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est la vérité. Tout à fait. Si tu peux vouloir parler du championnat du Cameroun, qui s'appelle MTN Elite One, il dit que championnat de D1. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. C'est pas vrai. Donc l'information est erronée. Donc, il faut amener cette dimension-là. En même temps, il faut aussi leur faire comprendre que
on pose souvent des problèmes de financement. Le naming, la publicité est une levée de fonds. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a envie qu'on récompense les acteurs du football. Que la cérémonie soit belle, qu'on donne du contenu. Qu'on donne du contenu à la télé et qu'on propose du divertissement aux téléspectateurs. Tout cela a un coût. Tout à fait. Qui paie l'addition? Ça sera indécent d'entendre que l'État a dépensé 1 milliard. Pour d'autres, ça faisait l'indécence. Je le comprends, Richard l'a expliqué. Maintenant, si l'État dit qu'il ne fait pas, les téléspectateurs ont besoin du contenu, tout à fait, ils ont besoin du divertissement, les joueurs ont besoin d'être récompensés parce qu'il y a un double effet. Tout à fait. Quand on récompense les gens, on les sacralise, on donne la possibilité à d'autres de rêver et de pouvoir travailler. Donc, en même temps, c'est un effet à grande échelle. S'il n'y a pas de CAF, s'il n'y a pas de distinction, on ne crée pas la passion autour des enfants, on ne permet pas à l'activité de vivre de façon pérenne. Donc je pense qu'il faut éduquer les gens, leur dire d'abord que si vous ne dites pas ce nom, vous dites un mensonge. Comme tout le monde a peur de dire du mensonge, puisque c'est un fait, ils vont dire ce qui est, ils vont prononcer le naming et leur expliquer aussi que ce partenaire a payé les droits pour que cela vive. Maintenant, les stratégies qui peuvent être celles comme du JIP, c'est à nous de concevoir, de travailler sur deux leviers. Savoir qu'il y a l'habitude qui est là dans l'esprit des journalistes qu'il faut aller combattre. Savoir aussi que l'auditeur ou bien le téléspectateur qui écoute à la maison aura un choix tous les années, va entendre la même chose. Parce que si le contrat dure 1 an, ça fait un effet. Donc, en termes d'incidence, il y a deux choses. Réfléchir comme JIP en changeant radicalement de nom et privilégier des contrats qui ont une durée qui peut permettre sur 1 an de ne pas capitaliser, sur 2 ans qu'on s'habitue et puis la 3e année que la pratique soit universelle. Il faut également dire quand même que les modèles de JIP a également ses limites parce que je vous prends le cas de l'Asvel par exemple qui est un club de basketball en France qui a été racheté justement par un sponsor. Le sponsor a changé non seulement le nom mais il a changé également la charte graphique. Et le maillot. Résultat, et le maillot carrément, alors qu'on sait quand même que l'Asvel c'est le vert, c'est le Saint-Etienne. Et qu'est-ce qui se passe? Asvel a perdu, on parle d'un quart ou d'un 5e de ses spectateurs ou alors de ses fans. Est-ce que le naming aujourd'hui, Tatou, ne serait pas aussi un moyen de faire perdre, de tuer cette valeur symbolique? Parce que justement, il y a également les supporters, par exemple, de Lyon, qui sont plaints du fait que le Groupama Stadium, par exemple, soit renommé, le parc Royal soit renommé Groupama Stadium, ou que le stade Chaban Delmas, qui est une véritable légende du côté de Bordeaux, soit renommé Matmut Arena. Est-ce que le naming également ne tue pas la valeur symbolique du prix ou alors du championnat ou alors de l'événement même du stade? J'ai souvent, j'espère que tu ne vas pas tirer sur moi comme Rachat, c'est souvent dit. C'est du business. C'est du business. On est là, alors je pense qu'il faudrait qu'on comprenne que c'est du business. Et je pense qu'en offre aujourd'hui, Yannick et moi, on parlait justement de ce qui se passe dans le football camerounais aujourd'hui, et où les gens confondent business et communautarisme et autres, tout ça là. Vous savez, quand une entreprise décide d'investir dans un domaine bien précis tel que le football, le sport en général, c'est parce qu'on attend des retours sur investissement. Tout à fait. Et puis après, parfois, on ne tient pas vraiment compte des humeurs des uns et des autres. Quand le gouvernement sénégalais décide de mettre 1 milliard de francs CFA pour organiser les AITO CAF Awards, on ne gère pas si le Sénégalais lambda a mangé ou pas. Parce que à la base, il faut investir pour pouvoir faire un retour sur investissement. Ce qu'on a pour habitude de comprendre, c'est que, on a l'habitude de croire chez nous, c'est que faut pas forcément investir pour avoir un retour sur investissement. Tout à fait. Il faut investir pour avoir un retour sur investissement. Si vous n'investissez rien, vous n'aurez rien. Donc aujourd'hui, quand les entreprises, j'aime pas trop parler de ce qui se passe à l'étranger. Il faudrait qu'on. Non, c'est important quand même aussi de copier le bon exemple. De s'inspirer, mais je vais prendre un cas pour expliquer ce que vous. Enfin, un cas pour simple, ce que vous êtes en train de dire. Si je prends un exemple, Six Sports décide d'acheter un club de basket qui existe au Cameroun, qui est populaire, il faudrait que Six Sports mette une stratégie sur pied pour pouvoir amener les fans existants à garder la valeur symbolique, à les fidéliser. Et il faudrait que Six Sports décide aussi de trouver une stratégie pour pouvoir attirer les nouveaux fans. Parce que si Six Sports arrive et rachète le club et reste tranquille, pour dire que non, on achète le club, on attend que le investissement sur la visibilité, ça ne sert à rien. C'est vrai. Bon, on va ressortir de ce sujet avec toi. On prend les exemples au Cameroun. Là, vous avez Béac Basketball qui a
qui a disparu parce que la BEAC se retire. Vous avez eu la CNPS Football Club qui a disparu parce que la CNPS s'est retirée. Vous avez Port de Douala qui a disparu parce que le port s'est retiré. Vous avez Sociucam de Mbandjok qui a disparu parce que la Sociucam s'est retirée. Voilà les conséquences. Camraï, voilà les conséquences d'un naming qui tue l'histoire. Tout à fait. Parce que c'est ça le problème. Et pour parler un peu de la France, où il y a une salle qu'on appelle désormais l'Accor Hotel Arena, qui est Bercy. Bercy est tellement chargé d'histoire qu'on demande toujours aux artistes aujourd'hui, as-tu déjà fait ton Bercy? Tout à fait. C'est-à-dire que celui qui n'a jamais été à l'Accor, celui qui n'a jamais fait Bercy ne dira pas je vais à l'Accor Hotel Arena. Tout à fait. Il dira je vais à Bercy. Ceux qui l'ont fait par le passé diront ok je vais à l'Accor Hotel Arena. Donc le problème avec le naming, c'est que le naming a souvent tendance à tuer l'histoire. Tout à fait. Et quand on tue l'histoire, on tue la chose. On tue la valeur symbolique. Moi, vraiment, pour ressortir, je vais te poser une question, parce que justement, c'était prévu que je te pose cette question, Yannick. Alors, AETO, c'est bien quand même. Mais quand même, la CAF peut faire mieux en termes de sponsors. On a l'impression quand même qu'au-delà de tout ce que draine justement cette cérémonie-là, toute la valeur symbolique à cette cérémonie, toutes les stars, toutes les personnalités que draine cette cérémonie, les sponsors ne veulent pas s'investir. J'ai rien contre AETO, mais je pense quand même que la CAF fait mieux, par exemple, peut faire mieux. Oui, en termes de sponsors. Je pense que la CAF pourra faire mieux. Il faut comprendre ça maintenant. Comme je l'ai dit, quand vous avez un produit, vous avez une stratégie commerciale, vous avez un territoire, il y a des contraintes. Par exemple, l'autre contrainte du naming, c'est qu'il y a une question de territorialité. C'est-à-dire que si j'organise les awards de la CAF et que mon sponsor qui s'appelle AETO, qui évolue dans une sous-région. Tout à fait. Il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas une urgence. Il n'y a même pas possibilité d'exporter le concept. Sauf si la stratégie du sponsor est d'aller vers un nouveau territoire et peut-être on pourra profiter de l'événement pour donner une pré-audience à la marque. C'est vrai quand même qu'on n'a pas Glo au Cameroun. On n'a pas Glo au Cameroun, on n'a pas été au Cameroun. Il sera un peu difficile. Mais on n'a pas été non plus au Sénégal, mais ça s'est fait. Oui, à ce niveau, je crois qu'il faut une dualité. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie globale, il y a une stratégie régionale en fonction du partenaire. Comme je veux répondre à la question, en profitant aussi pour justifier un ensemble de choses. Quand on veut pratiquer du naming, on doit faire des études en avance. Rester sur la valeur émotionnelle, celle que sauf Richard, par exemple, en faisant la comparaison avec Bercy. Il y a mieux en termes de naming, mais sauf qu'il y a dans les contraintes de rentabilité, il faut se dire aussi que la vraie rentabilité, le sponsoring s'offre sur l'émotion. Tout à fait. S'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas d'histoire à raconter, il n'y a pas de sponsoring. Il n'y a pas de publicité qui se donne. À ce niveau-là, il faut que les agences qui conseillent les marques, qui conseillent les institutions, essaient de surfer pour garder la valeur symbolique, quitte en pratiquant du naming. Ça peut avoir un impact avec des chartes graphiques. Tout le monde, le Barça en a souffert. Tout le monde sait que la couleur du Barça c'était Blaugrana. Maintenant, pour les contraintes de sponsors, on a parfois vu des maillots fluo qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du Barça. Parfois dans le stand, dans l'esprit du fan, qui est lui, c'est l'histoire, il finance l'histoire, il paye pour qu'on lui raconte une histoire. Il faut tenir compte de cela. Pareil aussi pour la CAF. C'est-à-dire que dans la stratégie de la CAF désormais, il faut qu'on essaie de voir est-ce qu'il n'y a pas avoir des partenaires qui peuvent avoir une ambition panafricaine. Et ça fait pour que le CAF Award, AETO, CAF Award puisse avoir plus de financement et plus de financement et plus de déplacements, pas confinés dans une seule région. Je pense qu'il trouvera aussi un moyen de résoudre ce problème. Tout à fait. Nous, ce qu'on fait, on va revenir, tu as parlé tout à l'heure de territorialité, on revient au Cameroun et c'est le focus de la semaine. Alors, on revient au Cameroun, je le disais tout à l'heure, avec un chiffre quand même qui m'a marqué. Il s'agit de 57,745 milliards de francs CFA. Eh bien, c'est le budget que devra gérer aujourd'hui le tout nouveau ministre des Sports, Narcisse Moelle-Kombi, qui a été mon directeur à l'IRIC. Donc, je profite pour faire les dédicaces. Vous savez, le présentateur n'a pas souvent l'opportunité de faire des dédicaces. Moi, je ne suis pas présentateur, je suis consultant de cette émission, donc je peux tout me permettre. Donc, je passe le salam au professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui est un très grand homme des arts, un très grand diplomate, un très grand juriste. Et la question que je vais vous poser, les gars,
est-ce que ça peut être un très bon manager de sport? Okay. Tatou. Il sort de là. Il s'appelle comment Tatou? Non, je parle de la marque que tu es en train de développer. En fait, je pense que le professeur Narcisse Mwalekombi, et tu l'as dit si bien, est un grand homme. Ouais. Il a fait ses preuves. Je ne connais pas très bien son parcours, mais je pense que je connais le monsieur depuis l'IRIC. Ouais. Et puis après, on l'a connu au ministère de la Culture. Ouais. Il a essayé tant bien que mal de gérer le problème des droits d'auteur et autres et tout ça là. En créant la Sonacam, on est dans une émission de sport, mais on est cultivé quand même. Et aujourd'hui, il a embrassé un nouveau challenge qui est celui de gérer le sport dans un contexte très particulier avec l'organisation de la CAN en 2021. Non seulement l'organisation de la CAN en 2021, mais l'échec de 2019, ou alors le glissement l'échec 2019-2021. Parce que quand vous glissez, c'est que vous êtes tombé. Et partir de ministère où tu as un budget de 5 milliards quelques à 57 milliards, c'est assez costaud. Donc je pense que le professeur Narcisse Mwalekombi mesure l'ampleur de l'importance du rôle à lui assigné par le chef de l'État. Et bon manager, je ne dirais pas non. De par son parcours et ce qu'il a déjà fait, je pense qu'il peut manager les hommes, mais on a souvent pour habitude de dire, et je l'ai dit sur le plateau quand je parlais du président Wemelen, tout à fait. Il faut être très bien entouré. Il faut être très bien entouré. Et on sait aujourd'hui qu'au ministère des Sports, il y a certains directeurs qui sont des vautours. Qui sont qui ont installé une mafia X ou Y. Je pense que, sauf si je me trompe, la FECAFOOT est la seule fédération aujourd'hui qui a un statut qui est légal même au Cameroun en ce moment. Donc il faudrait réorganiser les fédérations. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'élection justement depuis pratiquement 2 ans. Là, à part peut-être à la FECAFOOT, où on a un exécutif. Voilà. Donc, il faudrait réorganiser le mouvement sportif. Mais il faut dire quand même que hier samedi, la FECA Basket a tenu justement son assemblée générale du côté de Douala. Et justement, de ce côté-là, on a également un exécutif élu. Oui, je suis d'accord. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un problème dans le mouvement sportif camerounais. Tout à fait. Et j'espère que le professeur Mwalekombi prendra le temps de s'entourer des bonnes personnes. Surtout, de faire appel aux experts, mais aussi de faire appel aux agences, aux gens, parce que vous savez, comme Tatouva Sport Entertainment, comme Six Sport Entertainment, comme Omco Sport Entertainment, en fait, l'idée derrière, c'est que faudrait pas qu'on confie. On pense que parce que c'est le gouvernement, que forcément les fonctionnaires doivent tout gérer. Tout à fait, ils peuvent coordonner. Vous voyez un peu, on a vu dans d'autres pays où on fait appel aux consultants. On dit, ok, vous êtes sur le terrain, parce que le fonctionnaire lui laisse son terrain. Généralement, quand il est directeur, il est dans son bureau, il y a de la clim. Il n'est pas sur le terrain. Il y a des réalités qui sont sur le terrain qui sont différentes de celles qu'on perçoit sur le papier. Tout à fait. Donc, je pense qu'il faudrait que le professeur Mwalekombi s'entoure des bonnes personnes, qui fassent appel à l'expertise extérieure du système de la fonction publique. Et puis après, je pense que si c'est fait, le travail sera smooth et on aura un grand ministère des Sports. 57,745 milliards, Yannick, dans un contexte où le Cameroun ne va pas organiser la CAN, est-ce que ce n'est pas un peu... Le Cameroun peut pas la CAN. Est-ce que ce n'est pas beaucoup quand même pour un ministère qui, à la base, il faut le rappeler, n'est pas censé subventionner les fédérations? Bon, enfin, ça c'est un autre débat, mais est-ce que ce n'est pas beaucoup, 57,745 milliards? Le budget dépend des missions qu'on assigne en gestionnaire. Si on vend les beignets, oui, 50 milliards, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, si on va développer les sports, dans un contexte où 1500 milliards ont déjà été engloutis justement dans la construction de 34 infrastructures, dont une seule pour l'instant a vu le jour, à savoir le stade Mbappé-Lépée. Est-ce que ce n'est pas beaucoup? Oui, mais moi je dis, je reste constant dans ma logique. Je dis l'argent n'a de valeur à côté de quelque chose, soit à côté des objectifs, soit à côté de notre montant. Pour quelqu'un qui fait dans le sport, je pense que 57 milliards, c'est petit pour le sport. C'est-à-dire quand on connaît l'indigence qui est celle du mouvement sportif. Mais est-ce que cette somme ne peut pas être repartie au niveau des collectivités territoriales décentralisées qui en fait ont
eux, la mission première de développer justement le sport à la base. Là, vous me posez une autre question qui n'a plus rien à voir avec le budget. Vous me posez la question de comment le budget sera géré. Ça, je pense que le ministère des Sports a une feuille de route et des missions et ils sauront comment dispatcher. Mais ce que j'ai dit, pour développer le football, il faut des infrastructures. Il n'y a pas de privés aujourd'hui qui construisent des infrastructures. Peut-être le football bénéficie d'une grande audience et beaucoup d'attention. Vous avez évoqué des investissements. Je pense qu'il y a des sports aussi pourvoyeuses des médias qui ont besoin le volleyball par exemple, attention particulière. Le handball, il faut rappeler qu'en 2020, le Cameroun organise la CAN de handball. Maintenant, il y a qu'au-delà de développer des disciplines dans des régions, il y a que des grands événements sur lesquels on peut positionner quelque chose, notamment sur le plan de la notoriété du Cameroun, qui peuvent servir des drives pour la marque Cameroun, ont besoin d'être financés. J'ai fait allusion au Grand Prix autour du Cameroun, de cyclistes, à l'ascension du Cameroun, les Lions Indomptables. Il faut dire quand même qu'on a pas mal de compétitions du Cameroun. Le championnat d'athlétisme, il y a beaucoup d'événements. Il y a beaucoup d'événements qui ont besoin d'attention et d'être financés. Peut-être on pourra poser le problème s'il y a nécessité de les financer ou pas, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'État est le meilleur et le seul, sinon l'unique partenaire du mouvement sportif. L'unique partenaire financier. Partenaire dans tous les sens, qu'il soit technique, administratif ou encore financier, c'est l'unique partenaire. Parce que dans toutes les fédérations, je pense que les plus grands cadres sont des fonctionnaires de l'État, donc dans ce sens, l'État est leur partenaire, peut-être sur le plan technique, mais sur le plan financier aussi, il y a beaucoup de financements qui sont attendus de terme. Mais par contre, ma satisfaction est sur le profil. Le reproche qui est souvent fait au ministère des Sports, c'est de ne pas avoir une vision globale du sport. Maintenant qu'il y a un diplomate de formation, je pense qu'il va peut-être voir l'image tout à l'heure avec la complicité de Je pense qu'au regard de sa formation académique, de son profil, donc il saura comprendre que le sport est un outil au service du rayonnement diplomatique du Cameroun et du rayonnement international de la marque Cameroun. Donc je pense qu'il saura faire des arbitrages en termes d'investissement, en termes de gestion budgétaire. Moi, je voulais savoir, Richard, on sait quand même que si le Cameroun a perdu la CAN, c'est parce que derrière, il y a une grosse faiblesse diplomatique quand même du point de vue géopolitique. Est-ce qu'un diplomate ou un juriste international, ce n'est pas ce qu'il fallait justement au Cameroun pour redorer son image diplomatique du point de vue du sport à l'international? C'est une question que je voulais poser à Yannick. Depuis le début des échanges sur cette affaire, je souris. Je souris beaucoup parce que je connais un peu le personnage. Non, pas le personnage. J'ai pas besoin de connaître le personnage, je connais le ministère. Tout à fait. Je connais un peu le ministère des Sports. La maison. Je connais un peu le mouvement sportif au Cameroun. On a la maison de Charles. Je peux vous garantir que Narcisse Moïle Kombi va très vite se rendre compte que le mouvement sportif camerounais n'a besoin de personne que de Dieu dans ce pays. J'ai dit Dieu, je n'ai pas dit un autre nom. Pas du président de la République. J'ai dit Dieu. D'accord. Donc maintenant, chacun peut voir où il met Dieu. Mais ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est que qu'il n'écoute pas la radio, qu'il ne regarde pas la télé, parce que très bientôt son titre professeur là, je vous garantis, sera piétiné. Hein. C'est vrai que le docteur Pierre Ismaël Bidola en a quand même un peu souffert. Personne ne sait qu'il est docteur, celui-là. Il quitte le ministère des Sports, personne ne disait docteur, on dit bidoum. C'est un milieu... Il y a même eu un bidoum, pas de challenge qui a été organisé. C'est un milieu assez hostile et vraiment particulier. Avec un fonctionnement qui, pour moi, reflète mieux le Cameroun. C'est-à-dire que, si vous voulez comprendre comment le Cameroun fonctionne, observez son mouvement sportif. Et là, vous comprendrez exactement à quoi ressemble dans la réalité ce pays que vous voyez peut-être à distance. Je regardais la télévision il n'y a pas longtemps et je me rendais compte qu'au Gabon, on avait inauguré un bâtiment consacré aux fédérations et tout. Et je souriais, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu d'élection à la Fédération camerounaise il y a eu élection à la Fédération camerounaise de football, il y aura peut-être élection à la Fédération camerounaise de basketball, mais sur la cinquantaine d'autres, il n'y a rien eu du tout. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à une certaine époque, on s'était rendu compte que les élections dans les fédérations devenaient des bagarres
à ciel ouvert. Et pour la tranquillité de ceux qui voulaient se faire élire, il fallait annuler tout événement qui pouvait vexer les uns les autres et permettre que tout ça soit tranquille. Tout à fait. Le professeur Narcisse Molé-Kombi arrive dans un véritable panier à crabe, mais bon, c'est un diplomate, il sait certainement comment esquiver ce type de piège. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à commenter pour le moment sur la possible réussite ou pas du professeur, parce que quelque part, ça dépend de lui. Mais dans la très grande majorité, ça ne dépend pas forcément de lui. Vous savez, je me rappelle avoir vu des gens arriver et on a applaudi. Mais les prestataires du ministère des Sports, qui sont d'abord des fonctionnaires, je crois que tu as tout le décrié un peu tout à l'heure d'une certaine façon, sont les premiers à empêcher que les choses évoluent parce que effectivement il ne faut pas ouvrir la nasse, il ne faut pas permettre à d'autres personnes de rentrer dans la mangeoire. Et ces personnes-là sont souvent liées d'amitié avec les mauvaises personnes et prêtes à tout pour conserver leur beefsteak. Donc le ministre des Sports rentre là dans ce type d'environnement, le tout nouveau ministre des Sports, avec peut-être 52 milliards de plus qu'au ministère de la Culture, où Bidoumpad va apprendre à faire des économies. Mais il faut tout de suite se dire que il ne voyait pas ce budget, et Yannick l'a signalé. Il est totalement insignifiant par rapport au problème du mouvement, du mouvement sportif camerounais. Même si on ne va pas à la base, même si on prend juste au niveau fédéral, pour voir un tout petit peu les fédérations, les conclusions d'événements, l'entretien des athlètes, les bourses pour les athlètes. Voilà. Ça, on ne mélange pas ça au fonctionnement même du ministère, parce que c'est un ministère, on sait bien qu'au Cameroun, l'administration fonctionne avec beaucoup de moyens, et pas trop de travail non plus. Mais il faut juste se dire que, espérons qu'il aura le tact nécessaire pour parler avec ceux qui sont en poste et leur expliquer ce qu'il y a lieu de faire. Parce que l'impression aussi qu'on a, c'est que très souvent, les gens arrivent avec de bonnes intentions et très vite s'en tichent. Tout à fait, du système. Voilà. Et moi, tu as tout ce que je voulais savoir. On a toujours traité le ministre sortant, c'est-à-dire le docteur Pierre Ismaël Bidoumpad, de ministre du football. Est-ce qu'on n'aura pas le même problème? Parce qu'il faut dire quand même que Narcisse Molé-Kombi sort également d'un ministère qu'on avait toujours traité des ministères de la musique. Est-ce qu'il ne sera pas confronté justement à cette même difficulté-là, c'est-à-dire que tout pour le football, rien pour les autres? En fait, il faut dire que le football est... c'est le sport phare au Cameroun. Donc, sport roi, comme c'est fait, amicalement appelé. Donc, on a souvent pour habitude de traiter tous les ministres, même pas le docteur Bidoumpad seulement. On a d'autres ministres avant, on a traité des ministres football. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, je pense que le ministre Molé-Kombi est arrivé, le professeur Molé-Kombi est arrivé aujourd'hui. Il faudrait, comme je disais tantôt, et je crois que Richard l'a aussi dit, il faudrait qu'il se rende compte que c'est une maison compliquée et que c'est pas seulement le football qui doit être mis en avant, parce qu'il y a plein d'autres sports qui ramènent des médailles au Cameroun. Bon, on a le basket, on a le volleyball, on a le cyclisme, on a le handball, on a le football américain, on a. Et il y a d'autres sports dont on ne parle pas beaucoup. Oui, justement. Comme la lutte. Comme la lutte. Tout à fait, Annabelle Laure. Il y avait un vrai potentiel aussi. Tout à fait. Comme la lutte. La pétanque. Justement, l'haltérophilie. Il y a le judo. Il y a beaucoup de sports. Il y a beaucoup de sports au Cameroun où il y a du talent. Il faut aider. Il faut aider ces fédérations à promouvoir la discipline. Donc, je pense que le professeur Molé-Kombi gagnerait à s'entourer de bonnes personnes, à convoquer de bonnes réunions, pas des réunions où on va venir émerger et discuter sans rien dire, ou alors des réunions où on va venir émerger et prendre des décisions qui ne seront pas appliquées. Donc, je pense que le docteur Bidoumpad a fait sa part, il est parti. Maintenant, on attend que le professeur Molé-Kombi vienne nous produire de bonnes choses. Tout à fait. Alors Yannick, on le disait tout à l'heure, le Cameroun n'organisera pas la CAN. Ça, c'est pas un scoop. Ce n'est plus un scoop de toute façon. Et donc, nous ne mentons pas, l'image du Cameroun a été... Excuse-moi. Le Cameroun n'organisera pas la CAN en 2019. Oui, en 2019. Voilà, en 2019. Parce qu'il y a eu un glissement, un échec. Et donc, la question aujourd'hui est de savoir quelle est la formule communicationnelle du nouveau gouvernement, le gouvernement de John Gouté. Il faut rappeler qu'au ministère de la Communication, quand même, certains observateurs font état du fait que
ce n'est pas un très très grand communicant qu'on a envoyé de ce côté-là. Enfin, ça c'est David Observateur, c'est pas mon avis personnel, même si tu connais mon avis personnel, t'as tout. donc, alors, moi, la question que je vais te poser, est-ce que le Cameroun pourra relever le challenge d'une communication internationale dans le but de véritablement redorer le blason du vert ou jaune et oublier justement la cuisante défaite ou la cuisante déculottée de la CAN 2019? Mon observation sur cette question est que j'ai deux satisfactions, je l'ai mentionné d'ailleurs. Qu'un diplomate soit au ministère des Sports, pour moi c'est une satisfaction. Je pense qu'il a la jugeote, il a l'esprit, de par sa formation académique, de la vision géopolitique et géostratégique. À quel niveau se situe le sport aujourd'hui. Il a conseillé quand même le président de la République en matière de relations internationales. Maintenant, l'impact diplomatique des événements sportifs ou du sport de façon générale, d'autres l'appellent pour l'habiller de façon jolie. On parle de soft power. L'autre aspect, l'autre satisfaction est qu'il y a un ministère de communication, un diplomate aussi, pour négocier. Il y a une dimension communicationnelle dans la négociation. La négociation, on ne peut pas négocier si on ne peut pas échanger, si on ne peut pas communiquer. Avoir un diplomate au ministère de la communication, au ministère des Sports, pour moi, c'est une satisfaction. Ce qu'il faut améliorer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Si le Cameroun a beaucoup échoué par rapport à la CAN, il y a eu un déficit de communication. Tout à fait. Et surtout sur le plan international. Une absence d'une démarche d'intelligence dans sa dimension scientifique. Parle de veille, parce que c'est intelligence au Cameroun. L'intelligence. Veille concurrentielle. Yannick a des mots forts. Cartel, dans sa dimension scientifique, c'est-à-dire la veille, comme vous dites. Et puis de l'action, ça on a manqué, c'est-à-dire qu'on était sur la défensive, à tout le monde réagit sur le scandale. Je pense que le diplomate aujourd'hui pourra comprendre qu'il y a un déficit d'image, il y a le retrait de la CAN à plusieurs niveaux sur le plan politique. Il y a eu des échecs, je dis qu'un déficit qu'il va falloir du temps pour remonter en termes de crédibilité, en termes d'adhésion de masse sur le discours politique, en termes dans le niveau de la perception que les gens à l'international peuvent avoir du Cameroun. Je pense qu'il n'y a pas meilleur acteur qu'un diplomate pour le comprendre et mettre deux diplomates pour gérer ces dossiers-là. Je pense que c'est une bonne satisfaction. Maintenant, on peut faire un débat de spéculateurs sur sa capacité ou non, ou ce qu'ils appellent communicant. Il faut dire la communication n'est pas simplement s'asseoir sur un plateau de télévision, parler, convoquer des journalistes. Il y a aussi qu'il faut adresser un message clair à des personnes qui sauront mieux l'exécuter et mieux l'interpréter. Alors, Tatou, je veux avoir ton avis sur la question. Est-ce que le Cameroun pourra bien communiquer avec justement ces changements au niveau des ministères pour justement résorber le problème de déficit d'image créé par la non-organisation de la CAN? Pouvoir bien communiquer, oui. Maintenant, il faudrait mettre des stratégies sur pied. Tout à fait. Il faudrait les implémenter. Tout à fait. On parlait tout à l'heure du Sénégal. Et en parlant du cas du Sénégal, j'ai bien précisé que le Sénégal organise un événement en 2022. Tout à fait. Et c'est lui qui communique. Tout à fait. On a vu, je crois, depuis l'année dernière, visite Rwanda chez les meilleurs d'Arsenal. Oui. Il faut dire que le projet justement du Sénégal est appelé le plan Sénégal émergent. Sénégal émergent. Ils ont abrégé ça PSN. Vous comprenez que vous comprenez que au Cameroun, à 2 ans et demi pratiquement de la CAN 2021. C'est le PSE plutôt, voilà. Le Cameroun en 2 ans et demi pratiquement de la CAN 2021, il est temps maintenant de penser communication. Comment est-ce qu'on peut larver l'image du Cameroun? Comment est-ce qu'on peut communiquer tant sur le plan national qu'international? Yannick parlait tout à l'heure de l'absence de communication. Je me souviens à 1 an et demi, à 15 mois de la CAN dite au Cameroun, qu'on nous a enlevé dernièrement, à 15 mois, je suis sorti de mon bureau et j'ai roulé dans toute la ville de Yaoundé. Je n'ai pas vu une seule communication sur la CAN. Alors je me suis offusqué.
Je t'ai appelé par rapport à ça, et tu as eu ce débat avec Joseph-Antoine Bell sur le plateau télé, où il disait qu'on va communiquer. Et je disais, et j'ai rencontré Jojo. Non, j'ai pas rencontré. C'est vrai qu'il faut dire que ce jour, sur le plateau, Jojo, qui était donc membre du COMIP CAN, qui est dans le comité de pilotage de la CAN, m'avait répondu que le Cameroun ne veut pas communiquer parce qu'ils ne connaissent pas encore les 24 pays qualifiés. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît toujours pas les 24 pays qualifiés. On ne communique pas en fonction des pays qualifiés. On communique d'abord sur l'événement qu'on va abriter, et ensuite, quand les pays seront connus, on fait une communication ciblée. Ciblée, tout à fait. Je parle ici en tant que journaliste. C'est vrai. Et il faut dire quand même que l'Afrique aujourd'hui, on connaît les grands carrefours de l'Afrique. À défaut de faire des communications ciblées, si vous savez que si vous avez touché quelques panneaux à l'aéroport de Nairobi ou quelques panneaux à l'aéroport d'Addis Abeba, vous touchez quand même une grosse partie du continent africain qui constitue en fait les principaux carrefours de sortie du continent africain, Richard. Le souci que moi j'ai avec cette affaire de communication, je comprends très bien, je suis entouré là de communicants et tout. Effectivement, le Cameroun n'a pas communiquer. Tout à fait. Ne nous trompons pas. D'ailleurs, ce qui a été fait après, c'était la réaction comme tellement mal fait qu'on a communiqué sur l'image d'une personne. Moi, j'ai deux niveaux, j'ai deux problèmes. D'abord, le premier problème, c'est qu'il faut que le Cameroun, l'État du Cameroun, trouve une agence qui peut gérer la communication. D'accord? Qu'il trouve une agence, que ce ne soit pas forcément des fonctionnaires qui le fassent. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il faut dire la vérité. OK? Il est très difficile de communiquer en mentant. Ah, ça. Vous comprenez? Il est très difficile de communiquer. On l'a vu même encore dernièrement avec la France et l'Élysée, qui a vraiment du mal avec l'affaire Ben Ali. Donc, la difficulté du Cameroun, c'est que rien ne se fait sur le terrain. Et n'imaginez pas que si on déjà sur le terrain, sur le plan pratique, on arrive à ne rien faire, qu'on va communiquer. Tout à fait. C'est-à-dire que, quelle serait l'image qu'on vendrait aujourd'hui à l'Afrique? Nos hôtels sont prêts. Regardez nos avenues, d'accord? Regardez nos stades, regardez comment les enfants se forment ici. Peut-être ce jeune de 18 ans sera là en 2021. Voilà ceux qui se préparent, voilà les hôtesses. Écoutez, bienvenue au Cameroun. Si vous allez voir Ouaza. Ok, les plages du Vouri vous attendent. Ça a été nouvellement créé. Yaoundé Beach existe. Il n'y a rien. Donc on communique sur quoi? Sur les chantiers boueux. C'est aussi ça. Et communiquer, c'est donc compliqué à ce moment-là. C'est-à-dire que le Cameroun a eu le choix. Si vous prenez une agence où il y a quand même de l'intelligence, ils peuvent trouver un moyen de vendre quelque chose parce que le Cameroun, c'est déjà une destination touristique. On a dépassé les 500 000 visiteurs. Donc, on peut dire 1 million de visiteurs lors de la CAN. Voilà, on peut dire, OK, orientons ça à ce niveau et commençons déjà à faire parler du Cameroun. Tout à fait. Et peut-être que cette communication-là mettrait la pression sur ceux qui sont des véritables acteurs de cette affaire parce qu'au fond, c'est l'État du Cameroun qui fait tout ça. Tout à fait. Alors, nous, on va revenir, on aura l'occasion d'en reparler parce que vous savez, c'est le septennat des grandes opportunités. On en a encore au moins pour 7 ans pour parler justement de politique, de la politique, des actions publiques que va donc mener le gouvernement de Dion Ngouté. On rappelle que ce n'est pas le frère de Céline Dion. Parce que ça, sur la toile quand même, ça a beaucoup parlé. Alors, puisqu'on est dans la détente, on passe au quiz. Alors, nous sommes arrivés à 5 minutes de la fin de l'émission et on sait qu'à 5 minutes de la fin de l'émission, on détend un peu le plateau avec un quiz. Et aujourd'hui, ils ont vu dans leur conducteur. Il ne faut pas qu'ils fassent comme s'ils n'ont pas vu que le quiz allait porter sur les lauréats du Ballon d'Or africain. Eh bien, moi, la première question qu'on va donc poser dans le cadre de cette émission, combien de fois le coach Hervé Renard a gagné le prix de meilleur entraîneur des GloCAF et des ITO CAF Awards? 2 fois. 3 fois. Ok, super. Je pense que Yannick prend le premier point de la soirée. Mais maintenant, le plus difficile, donnez les années. Donnez les années. Il a gagné avec la Zambie en 2012, avec la Côte d'Ivoire en 2015 et en 2019 avec le Maroc. 2018. 2019. Oui, c'était hier. Oui, c'était hier. C'est bon. C'est bon. Ok. Vous allez donner la liste des joueurs qui ont remporté plus de 3 fois le Ballon d'Or africain. Il n'y en a que 2. Samuel Eto'o. Eto'o, Yaya Touré. Alors, les Égyptiens qui ont remporté le prix. Mohamed Salah. Et qui d'autre? Et aussi Osnim.
Oussama Hassan? Non, attendez. Celui qui nous pleut en finale en 2000. Oussama Hassan. Non, Abou Treka. Abou Treka a remporté le ballon de Loko. Le ballon d'or local. Il y a comment il s'appelle? Oussama Hassan. Il y a Oussama. Il y a pas ça. Mido. Non, pas Mido. Non, il y a attends. Pourquoi? On va revenir. Alors, dernière question aujourd'hui. C'est simplement, on est toujours dans le quiz du Ballon d'Or où a eu lieu la cérémonie des Aiteo Kafawat. Dakar au Sénégal. Non, l'année dernière. C'était déjà Aiteo. 2017. C'était déjà Aiteo. 2017. Non, c'était Aiteo. 2017. Abuja, Nigeria. Non. Ghana. Super. Voilà. Aujourd'hui, Tatouvaï s'en sort donc avec 2 points. 1 point pour Richard, 1 point pour Yannick. Il faut dire que c'est peut-être l'une des rares fois de l'histoire de l'émission. Je gagne 2 points successivement, monsieur. Je pense que si tu gagnes encore... C'est la première fois pour moi d'avoir un point. Je crois que si tu gagnes encore un point, peut-être les téléspectateurs justement te feront un cadeau spécial. Non, j'étais pas prêt. Bah nous, on va dire aux téléspectateurs que nous sommes... Mauvais perdant. Nous sommes très présents sur YouTube avec pratiquement près de 670 abonnés aujourd'hui quand même sur notre page YouTube. Pour une émission qui n'a que 2 mois, c'est pas mal. Sur Twitter également, ça tweet énormément sur Twitter. On est déjà sur toutes les plateformes de développement du sport dans le monde, notamment Sport and Dev, qui justement nous suit déjà de très près. C'est la preuve quand même que Sport Business Squad commence à prendre de l'ampleur, Yannick. Oui, naturellement, la vision de Sport Business Squad, justement, c'est de devenir quelque chose de vraiment panafricain, d'être... de mondial même, au vu des sollicitations qu'on a déjà. Un outil à la prise de décision pour ceux qui dirigent le sport en Afrique, principalement, pour qu'ils s'inspirent de ce qui se passe dans le monde et pour que le monde ait un aperçu de ce qu'il y a de meilleur en Afrique. Alors, Sport Business Squad, selon toi, Tatou, on a déjà pas mal de messages d'encouragement de la CAF, de la FIFA, de Sport and Dev, de Sportsora, ce qui n'est pas déjà mal. Quelle serait la vision justement de cette émission peut-être à court terme dans 1 an? Non, mais la vision elle est là. C'est pas comme ça. On va pas la changer. On va pas réécrire le business plan de Sport Business Squad. On va continuer et on va travailler comme nous sommes en train de le faire. On va toujours inviter des personnes comme Richard, qui vont venir avec leurs expériences. Le BBC Afrique, pas BBC en Afrique. Alors, donc merci d'avoir donc pris part à cette émission une fois de plus, les gars. Merci de nous suivre. Vous savez, on le dit, on ne cessera jamais de le dire. Nous sommes la première émission en Afrique à traiter justement des questions d'économie et de management de sport dans justement l'optique d'améliorer et de professionnaliser davantage le mouvement sportif en Afrique et partout dans le monde. On dit merci et rendez-vous la prochaine émission. Ce ne sera pas moi. Moi, je suis pas présentateur, je suis consultant de cette émission. Mais Raksha a bien voulu justement se donner un peu des vacances et donc elle est revenue avec des cadeaux. Elle est revenue avec plein de cadeaux. J'espère qu'on va en profiter. Elle nous le dira probablement à la prochaine émission. Et comme on ne pouvait pas laisser nos téléspectateurs orphelins, il fallait bien que je m'y colle. Ça va? La note sur 10, ma note sur 10 rapidement. Sur 10. J'ai pas été un bon enseignant. 7,5 sur 10. 8 sur 10. Wow, super, c'est un journaliste qui me note, donc je crois que la note du journaliste le reste. D'accord. Alors on va remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans le cadre de cette émission. Je pense à Lodou, je pense à Christian, je pense à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin justement, à Claver, tout cela, le père Mathieu. On se donne rendez-vous probablement la semaine prochaine avec la même joie, le même bonheur et surtout la même humeur. Soyez Business Squad, portez-vous bien.